Je m'appelle le prince Kibego Nabovira Njamawita. Je suis associé aujourd'hui avec le professeur Kamba Ekwacha. J'ai un message à vous livrer aujourd'hui. Pour les gens qui ne me connaissent pas, vous voyez, bon, je n'ai pas un costume traditionnel comme on a l'habitude de le voir ici dans l'administration, mais j'ai plutôt un costume ancestral. Je suis quelqu'un de l'Est du pays, un ressortissant de la chefferie de Bavira, dans les territoires d'Uvira. Alors, j'ai vécu pendant 35 ans au Canada, mais j'ai quitté le Congo en 1977, à l'époque où il y avait la guérilla, disons la zone rouge, que vous avez entendu parler à l'époque de Mobutu. Je me suis réfugié d'abord en 1977, je me suis réfugié en Tanzanie, et à partir de la Tanzanie, c'est là où j'ai trouvé l'asile pour m'installer au Canada. Bon, depuis ce temps-là, je faisais des va-et-vient quand même du Canada, Congo, Tanzanie, Est-Afrique. Et puis, à un moment donné, lorsque les choses étaient toujours graves, comme vous le savez, ici au pays, à l'époque de Mobutu, à un moment donné, en 1988, j'avais fondé un parti politique pour pouvoir me présenter aux élections présidentielles advenant la fin du septennat de Mobutu en 1991, voilà. Bon, alors à partir de ce moment-là, mais après toutes les démarches que j'avais faites, bon, je suis retourné ici au pays en 1991, voilà exactement, quand j'ai quitté le Canada, et puis j'ai sillonné à l'est du pays, disons au Katanga, au Kivu, au Zaïre, mais à ce moment-là aussi il y avait les préparatifs de la conférence nationale souveraine, ce qui fait que je n'ai pas fait valoir ma candidature contre Mobutu. Mais vous allez vous rappeler qu'à ce moment-là, au moment de la conférence nationale souveraine, la conférence nationale souveraine avait élu Tshisekedi comme étant le premier ministre de la conférence nationale souveraine. Pendant cette période-là, dans les premières semaines, le président Mobutu avait refusé de reconnaître Tshisekedi comme étant le premier ministre du pays. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait des pourparlers entre Mobutu et moi à Goma pour que je sois son premier ministre. Mais moi, j'avais refusé parce que la conjoncture politique n'était pas assez bonne à ce moment-là. Bon, grosso modo, je pense que après, j'ai changé de vocation. Je ne suis plus un politicien. Mais pourquoi? Parce que j'ai pu comprendre que le Congo était dans une dimension spirituelle de très haut niveau, au point qu'il fallait d'abord connaître tout cela. J'ai eu affaire avec les serviteurs de Dieu, les prophètes, même les voyants, tout le monde qui me voyait, qui me disait des choses. Alors à ce moment-là, au niveau de l'intellectuel, j'avais déjà assez de bagages. Je me suis spécialisé aussi à vouloir connaître d'autres dimensions, les dimensions spirituelles. Et c'est dans ce cadre-ci, aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous parler de ce que c'est le Congo, son destin et beaucoup d'autres choses. Bon, en fait, j'ai écrit des livres, 2 livres. Le premier, c'est Yate, le Testament accompli, que le professeur détient à la main. C'est un livre aussi que j'essaie de parler du destin de la République démocratique du Congo. Et le deuxième, c'est celui-là, qui est maintenant, qui vient de sortir, qui était sorti l'année passée, là où j'ai essayé de montrer réellement la dynamique même de notre pays. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'instant et on continue. À remercier et à légitimer les efforts de l'équipe, la dynamique équipe de quartier est en train, n'est-ce pas, de façonner, de construire pour que l'élite congolaise de bonne foi, de bonnes allures, puisse se trouver souvent ensemble. Une tribu d'Uvira au sud Kivu. Pendant des années, il s'est consacré dans l'étude des livres historiques du monde antique et dans la prière et méditation pour sonder les Écritures saintes afin d'obtenir la révélation par l'Esprit Saint de Dieu
sur diverses questions préoccupantes pour l'humanité. Voici ce qu'il est. Je ne vous demande pas d'applaudir, mais comprenez que nous devons quand même applaudir. Qu'est-ce que l'homme congolais a pour se féliciter, a pour s'enorgueillir, ou qu'il peut même présenter au niveau international comme étant ça, c'est quelque chose que les Congolais a inventé, qui fait la fierté des Congolais ici au pays, voire même à l'étranger. Est-ce que j'ai bien posé la question? Oui. Parce que devant moi, je vois qu'il y a, je ne les connais pas tous, mais je semble voir qu'il y a des grands professeurs, des grandes personnalités. Kambaï, vous allez m'aider pour identifier les personnes qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est une autre histoire qu'on verra plus loin. L'un des exemples qui démontre les compétences de la RD Congo dans la mise en place et dans la gestion du modernisme, ce sont les quelques infrastructures léguées par les Belges en 1960. Seulement une année après le départ des Belges, les infrastructures mal utilisées et non entretenues ont commencé à tomber malades, puis à mourir progressivement. D'autres ont été subitement abattus, subitement décapités sous les effets des multiples guerres civiles qui ont éclaté au pays juste après l'indépendance. Aujourd'hui, 55 ans après l'indépendance, presque la totalité de ces infrastructures ont péri, à l'exception de ceux dont la nature était de traverser les temps, et rien n'a été fait jusqu'à ce jour pour les remplacer. Chose très grave, c'est que les administrateurs de la chose publique, depuis l'indépendance à ce jour, malgré leurs grandes études auprès des universités nationales et auprès des universités les plus célèbres de la Terre, ont complètement bafoué l'importance qu'il y avait de restaurer les infrastructures de base léguées par les Belges. Lorsqu'on fait le parcours de notre pays, en commençant par la ville de Kinshasa, on s'aperçoit vite de l'état très lamentable des choses. La pourriture, l'archaïsme et l'antiquité règnent auprès de la quasi-totalité de la population. Et l'épée de modernisme qu'on trouve par ici et par là ne fait pas le poids vis-à-vis de l'état incommensurable de la décomposition des choses. Dans presque tous les villages au pays, nous sommes quasiment retournés au temps des explorateurs européens, où la population de notre pays n'avait rien du tout du modernisme. La nécessité donc d'un nouvel ordre véritable, en d'autres termes, d'une meilleure civilisation adaptée aux avancées techniques de l'ère, en même temps généralisée pour l'ensemble de la population, s'impose d'urgence. Il s'agira donc d'un véritable nouveau départ, ayant comme l'objet de rattraper les retards perdus, en même temps de stabiliser de façon permanente les acquis. Une telle chose ne peut se faire que dans le cadre du progrès simultané, durable et généralisé, et non dans le cadre du développement progressif, animé par les institutions internationales et par les grandes écoles économiques de ce monde. Toutefois, en revenant sur la question, il faut dire que l'expression nouvel ordre en ère de Congo est apparue avec plus de vivacité au pays au moment des préparatifs des travaux du dialogue intercongolais qui avait pour mission de mettre fin à la guerre qui avait commencé à écender le pays dès l'année 1998. La vivacité de cette expression s'est poursuivie après les travaux de ce dialogue qui s'est soldé par l'établissement d'un accord conclu en Afrique du Sud en 2002. L'objet du dit accord était de mettre en place les fondements du fameux nouvel ordre, essentiellement centré sur deux éléments qui suivent. Un, c'était d'éliminer la logique prédominante de prendre les armes pour imposer sa façon de voir les choses, dans la mesure où plusieurs groupes rebelles s'étaient formés pour contester la légitimité des institutions et leurs animateurs. Deux, c'était d'instaurer au pays la démocratie, fondée sur une nouvelle constitution nationale qui allait permettre aux hommes politiques de se glisser dans les rangs des administrateurs de la nation et de faire valider leurs préoccupations d'une façon pacifique par l'entremise d'une compétition devant le peuple, à lui de se choisir les meilleurs administrateurs et non de s'imposer par la force des fusils en semant des massacres
des populations civiles innocentes, sans parler de destruction massive des biens. Et voilà, cet ordre a déjà été instauré au pays grâce aux efforts considérables des humanistes occidentaux, belges, français, américains, anglais, canadiens et autres, en étroite collaboration avec les humanistes RD congolais qui ont servi comme des assistants. Mais alors, est-ce que ce nouvel ordre qui a été instauré au pays a-t-il réellement apporté une ère nouvelle au peuple de ce pays? Oui, elle a apporté une nouvelle ère à la fois partielle et fragile. Les mouvements rebelles qui ont pris les armes pour se faire attendre, certains ont fait élire leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale. De même, le pays a été doté d'une constitution démocratique qui, apparemment, assure la stabilité des institutions. Cette nouvelle ère demeure à la fois partielle et fragile parce qu'elle a juste satisfait à quelques situations conjoncturelles et toutes les autres situations à problème ont été abandonnées, voire expressément bafouées. Donc, ce nouvel ordre qu'on nous a tellement chantonné n'a jamais existé pour la population. Il n'existe que pour les administrateurs de la chose publique qui ont participé à sa confection et à personne d'autre. D'où la pertinence de notre dialogue d'aujourd'hui vers un nouvel ordre congolais, mythe ou réalité. Ça sera toujours un mythe si on continue de faire les choses partiellement, si l'on continue de réfléchir de la même manière, en vouloir parler uniquement au plus pressé et en oubliant toutes les autres situations explosives. Ceci pour dire que l'instauration d'une nouvelle ère en tout pays implique de s'attaquer à la fois aux intérêts non égoïstes, aux problèmes de l'épanouissement socio-économique immédiat de la population, en même temps de mettre en place des structures techniques d'intégration, de maîtrise et d'amélioration de tous les nouveaux acquis que la population locale elle-même pourra gérer. Or, de telles choses n'ont jamais été faites ou définies par les créateurs de toutes les nouvelles ères qui ont déjà eu lieu en RD Congo depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. En revenant sur la question des nouvelles ordres RD congolais, l'opinion publique dit que ce qui s'est passé au pays était une orchestration du grand ordre qui se trouve au niveau mondial. Justement, la structure mondiale en question est généralement connue au nom du nouvel ordre mondial qui a engendré les expressions en vogue: mondialisation, gouvernement mondial, globalisation, etc. Quant à moi, j'ai dit que l'agitation autour de l'expression nouvel ordre en RD Congo n'était qu'une petite ombre, une sorte d'imitation en phraséologie de la chose qui doit surgir et qui est au bout de s'abattre positivement sur la RD Congo et le monde entier. En fait, le nouvel ordre mondial, c'est quoi? La définition du nouvel ordre mondial n'est pas facile à saisir. Il y a des vérités et des contre-vérités qui surgissent et intentionnellement conçues pour embrouiller ceux qui veulent connaître la nature et de percer le mystère de cette chose captivante. C'est ainsi qu'en Occident, les institutions et les personnalités publiques affectées à la désinformation, à s'aimer à la fois la confusion et la diversion, parlent souvent d'un nouvel ordre mondial comme étant un courant mondial de pacification, comme étant un mouvement économique mondial, comme étant quelque chose de plus belle et de plus merveilleuse pour l'humanité, qui a été engendré naturellement par l'avancement de la civilisation humaine. Que cet ordre mondial n'avait pas besoin d'être planifié d'avance comme on le prétend. Que c'est une chose qui est survenue et que c'était une nécessité absolue qui s'est imposée pour gérer le monde après la Deuxième Guerre mondiale, en ce sens qu'il ne fallait plus avoir une autre guerre dévastatrice et plus meurtrière. Que c'était aussi une chose qui est survenue pour répondre aux besoins fondamentaux des peuples du monde qui avaient besoin de biens matériels et de commodités modernes après la fin du communisme universel et de la guerre froide Est-Ouest. Tandis que les personnalités les plus calées, les plus spécialisées dans les domaines, parlent plutôt de cet ordre comme étant un gouvernement mondial réel, dont les planifications remontent depuis
le 19e siècle sous la conduite de la glorieuse reine Victoria d'Angleterre, avec l'objectif, parmi tant d'autres, d'imposer la suprématie des familles les plus puissantes et les plus riches de la terre sur le reste de l'humanité, selon les dictats de celui que les humanistes désignent au nom du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire Lucifer lui-même. Le docteur John Coleman, le plus grand savant en la matière, un Anglais, un ancien officier du plus puissant service secret du monde, le MI6 de l'armée britannique, un homme qui a eu accès aux dossiers les plus secrets, un homme qui a travaillé longtemps en Angola comme agent secret pour contrecarrer l'installation des communistes en Afrique centrale, a révélé avec plus de détails en nature les origines et les finalités combien malheureuses pour l'humanité de ces fameux nouvel ordre mondial. Il en parle clairement d'une conspiration, donc un complot de plus haut niveau, contre le bonheur et la prospérité intarissable de l'humanité tout entière. Dans son livre « La hiérarchie des conspirateurs, le comité des 300 », le docteur Coleman révèle un grand nombre de sociétés secrètes liées entre elles qui contrôlent et qui conduisent comme bon leur semble au plus haut niveau les affaires du monde au profit de ces grandes familles. En tête, l'Institut royal des affaires internationales au Royaume-Uni, les conseils des relations extérieures qui guident et qui contrôlent les États-Unis d'Amérique, le Bilderberg Group avec son petit comité commission trilatérale, qui réunit les hommes politiques les hommes politiques et les hommes d'affaires les plus riches de la planète, les clercs de Rome, la notabilité noire de Venise, un groupe très puissant d'Italie. Notez bien, le mot noir ici ne veut pas dire les gens de la race noire, car aucun noir ne fait partie de ces hommes et de ces femmes les plus puissants de la terre. Le Congrès juif mondial, l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le Conseil mondial des églises protestantes, l'Institut français des relations internationales, un des clercs les plus influents de la société française, dont l'activité est axée sur la politique internationale de ces pays avec tout ce que cela comporte comme des questions économiques et celles touchant la mondialisation. Les siècles, aussi une société secrète qui contrôle la France. En plus de cette société secrète, il y a des organisations internationales comme l'ONU, les G7 ou G20, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OTAN, l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord, etc. Toutes ces organisations travaillent non pas pour le bien de l'humanité, comme ils le proclament ouvertement, plutôt pour les missions obscures qui nuisent gravement à l'épanouissement valable de la communauté humaine dans son ensemble. Ces organisations, comme les sociétés secrètes, travaillent uniquement pour le bonheur de ces puissantes familles et leurs collaborateurs. L'ensemble des membres de ces familles et leurs collaborateurs forment un conseil d'administration et d'organisation des affaires du monde que le docteur Coleman désigne au nom du comité des 300, pour la simple raison qu'ils sont seulement 300 individus, aucun Africain. Ce sont ces gens qui sont des véritables maîtres du monde. Ce sont ces véritables maîtres du monde qui construisent, comme bon leur semble, le monde meilleur pour les autres habitants de la Terre, que ce soit en Occident et que ce soit dans les pays d'outre-mer, sans jamais les dire en quoi ce monde est constitué. Ce groupe est très sélect et quant à lui dirigé par un autre groupe beaucoup plus petit, du nom de l'ordre très noble de la Charretière, dont les membres portent le nom de chevaliers compagnons. Pour les noms habitués, on dit tout simplement les chevaliers de la Charretière. Il s'agit ici d'un très petit nombre déjà, hommes et femmes, encore plus sélects et très restreints, seulement 38 personnes qui se choisissent de façon héréditaire dans la plus haute noblesse de la terre, c'est-à-dire les familles royales d'Europe, dont Elisabeth de Windsor, la reine du Royaume-Uni, et la sublime, la glorieuse souveraine. Par ailleurs, tous les talents créateurs de nouvelles idéologies et de nouvelles techniques d'impact sur la masse sont à leur service et rien ne leur échappe. C'est pour cela qu'auprès de toutes les universités en Occident,
il y a des bureaux ou clubs des anciens qui sont des Illuminati et des francs-maçons en guise de récupération des talents. Effectivement, tous les talents créateurs de nouvelles idéologies et de nouvelles techniques mobilisatrices des grandes masses, y compris toutes les maisons de diffusion de l'information, qu'ils soient privées ou étatiques, de la plupart des maisons d'édition et la plupart des maisons d'édition des livres leur appartiennent, agissent à leur compte. Cela est valable en Occident comme dans beaucoup d'autres pays du tiers-monde. Aux États-Unis, par exemple, pour s'assurer que tous les talents disponibles dans la société ne puissent pas leur échapper, les Illuminati mènent une vaste opération discrète mais très dynamique à travers les pays pour recruter les enfants surdoués depuis l'école maternelle à qui ils exercent le contrôle par l'entremise de multiples programmes et avantages liés à leur éducation de la maternelle à l'université. Ce type d'individus porte le nom d'argenture. Il s'agit des individus très intelligents dans leur domaine spécifique. Ce sont eux que les maîtres du monde affectent par l'entremise de diverses astuces aux fonctions d'experts auprès des gouvernements et des organisations internationales. Ils élaborent les agendas des institutions mondiales comme l'ONU et ses organes, PNUD, PAM, ACER, OCHA, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres. Ils mettent en place des programmes de coopération bilatérale et multilatérale, de sorte que les soi-disant experts des pays du tiers-monde, lorsqu'ils sont présentés au cours des sessions de travail, ils ne peuvent rien dire quoi que ce soit qui leur échappe ou qui les étonne, ou qui les inspire, ou qui puisse changer, les orientations prévues bien avant, dans la mesure où les multiples scénarios sont envisagés d'avance pour aboutir au seul résultat. Les maîtres du monde considèrent que l'initiative des hommes et des femmes les plus intelligentes est la chose la plus dangereuse qui existe. C'est pour cela que le recrutement des personnes surdouées dès les bas âges n'a pas seulement l'objectif de contrôler le monde et de les conduire jusqu'à l'endroit où ils veulent qu'ils soient. Il s'agit aussi d'une préoccupation, d'une précaution, je m'excuse, d'une police d'assurance a envie de garantir qu'il n'y aura pas d'émergence de nouvelles connaissances et savoir-faire qui seront capables de compromettre, de détruire leur nouvel ordre mondial, pour dire leur gouvernement mondial. Voilà donc comment l'anéantissement de nouvelles connaissances favorables à la prospérité de l'humanité a été orchestré un peu partout en Occident. En RD Congo, les francs-maçons qui ont élaboré les programmes d'enseignement ont assujetti toute l'élite nationale dès les bas âges, dès l'école primaire, sous la domination de la déesse Minerve, connue aussi sous le nom d'Athénée. On a qu'à y penser, Athénée de Kinshasa, Athénée de Bandundu, Athénée de Lubumbashi, Athénée de Kananga, Athénée de Bukavu, Athénée d'ici, Athénée de là, etc. Pour démontrer jusqu'à quel point la situation est très grave depuis que l'école publique existe dans ce pays. L'assujettissement de toute l'élite nationale dès les bas âges sous la domination de la déesse Minerve Athénée s'est fait par l'entremise de l'acquittement obligatoire des Minervales, mot choisi expressément en ajoutant Al sur Minerve. Les francs-maçons qui ont élaboré les programmes d'enseignement ont assujetti toute l'élite nationale dès les bas âges, dès l'école primaire, sous la domination de la déesse Minerve, connue aussi sous le nom d'Athénée. On n'a qu'à y penser, Athénée de Kinshasa, Athénée de Bandundu, Athénée de Lubumbashi, Athénée de Kananga, Athénée de Bukavu, Athénée d'ici, Athénée de là, etc. De Bujumbura. Merci. Pour démontrer jusqu'à quel point la situation est très grave depuis que l'école publique existe dans ce pays. L'assujettissement de toute l'élite nationale dès les bas âges sous la domination de la déesse Minerve Athénée s'est fait par l'entremise de l'acquittement obligatoire des Minervales, mot choisi expressément en ajoutant Al sur Minerve.
Ce que les parents, les étudiants et la plupart du corps professoral ignorent, c'est que les minervales en question ne sont pas des frais de scolarité. Il s'agit plutôt de véritables offrandes que l'on offre pour dire que tout étudiant au pays, quel que soit le niveau de sa formation, doit obligatoirement s'acquitter de son tribut à la déesse Minerve, doit lui apporter des offrandes, ça se rendre compte, avant d'accéder aux connaissances qu'elle offre par l'entremise des différents programmes d'instruction. Une fois les études terminées, l'utilisation des connaissances obtenues ne peut servir à grand-chose, seulement lorsqu'elles sont ordonnées, c'est-à-dire rendues vivantes, rendues effectives par les grands maîtres francs-maçons, que d'ailleurs la RD Congo ne dispose pas les grands maîtres. La déesse Minerve Athénée est la dépositaire et non la propriétaire de la sagesse, des arts, des sciences, des techniques militaires, etc. Voilà comment le savoir-faire, voire même le destin des peuples en RD Congo a été complètement englouti. Ainsi, les élites intellectuelles de ces pays ne peuvent rien faire, ce qui étonne vraiment, dans la mesure où toutes les connaissances acquises sur le banc de l'école ont été bâclées, ont été sabotées. C'est pour cette raison que, dans ces pays, à chaque fois qu'il y a eu problème, même les plus minables problèmes, ça prend toujours un Muzungu, un modèle franc-maçon qui débarque en vitesse pour mettre de l'ordre, malgré la présence dans les institutions d'un grand nombre de nos compatriotes qui sont aussi des francs-maçons. Et c'est avec amertume qu'on peut faire le constat. La sagesse de nos compatriotes qui sont des illuminati des francs-maçons, autant l'inconnaissance des choses, autant la lumière qui leur est partie, ne sont pas mesurés pour régler les problèmes, mais seulement pour servir comme des simples assistants et rien d'autre. Il s'agit, le docteur Coleman révèle l'existence d'un élément encore plus grave et plus redoutable que les maîtres du monde ont mis sur pied. Il s'agit du bureau des assassinats, qui orchestre les tueries de grandes personnalités en Occident comme partout dans le monde. Plusieurs films de Hollywood et certaines séries du célèbre James Bond anglais qu'on croit fictifs révèlent au monde entier, d'une manière voilée, comment ces assassinats sont organisés. Parmi les victimes les plus célèbres, le président Kennedy des États-Unis, le pape Jean-Paul Ier, qui avait refusé de prêter allégeance à l'ordre très noble de la Jarretière, etc. Notez que tous les autres papes sont soumis à cet ordre. Les hommes des sciences qui sont aussi au service des maîtres du monde ont créé des poisons d'une efficacité redoutable, très silencieuse, qu'on utilise pour perpétrer des assassinats d'intérêts politiques et d'intérêts commerciaux. Les chefs de gouvernement des pays en développement, spécialement ceux des pays africains, dignes de leur noblesse passagère, font recours à ces poisons pour éliminer en toute tranquillité ceux qui ne veulent pas voir dans leur entourage. Pour sa part, le célèbre défenseur de l'émancipation des peuples noirs aux États-Unis, le ministre religieux Louis Farrakhan de l'Église Nation Islam de Chicago, a rendu public à la population américaine, il y a quelque temps, la longue liste effrayante des assassinats et des attentats que le gouvernement des États-Unis a perpétrés officiellement à travers le monde entier. Lumumba faisait des cas aussi. Cette liste est tirée des dossiers secrets déclassifiés. En bref, lorsqu'on tire des conclusions sur les révélations du Dr Coleman au sujet de l'ordre très noble de la Jarretière et du comité des 300, on se rend bien compte que c'est à eux, uniquement à eux, qu'appartient réellement la planète Terre. En théorie, la Terre est un bien commun appartenant à tous les êtres humains et à toutes les espèces vivantes qui s'y trouvent. Malheureusement, en pratique, elle appartient plutôt aux 300 personnes de l'ordre très noble de la Jarretière et aux membres du comité des 300 personnes. Tous les autres habitants de cette planète sont des simples locataires.
Il y a même ceux qui n'ont pas ce statut de locataires, les Africains et les Amérindiens, qui ne sont que du bétail humain et rien d'autre, qu'on égorge en toute impunité depuis des siècles. Avec ces 338 personnes, l'avenir de tous les peuples du monde qui ne font pas partie de leur planification favorable, comme les RD congolais, est déjà très problématique. Pour conclure sur cette question de nouvel ordre mondial, ceci n'est pas un simple courant politico-économique d'uniformisation des modes de vie de tous les peuples de la Terre aux mêmes valeurs et au même degré du progrès humain, comme on le prétend. Il s'agit plutôt d'un véritable gouvernement mondial ayant à sa tête non pas un président ou un secrétaire général, comme ça l'est pour les pays ou pour les organisations gouvernementales et multilatérales, mais un grand souverain de la planète, un tout-puissant Seigneur des Seigneurs sur Terre. Et à l'ère actuelle, c'est la plus glorieuse et la plus éclatante femme sur cette planète, répondant au nom d'Elisabeth de Windsor, souveraine de l'autre très noble de la Jarretière, comme déjà dit, qui est en même temps la majestueuse reine du Royaume-Uni et du Commonwealth. En effet, l'ordre très noble de la Jarretière est l'institution la plus puissante en tout, que toute autre institution inventée par l'être humain, ou inspirée par les esprits les plus puissants, qui sont les dominations, les autorités et les princes, qui influencent, qui guident comme bon ensemble les sorts de la civilisation humaine depuis que l'homme et la femme existent sur cette belle terre. C'est cette institution qui agit en comité exécutif de ce fameux gouvernement mondial. En dessous de cet ordre, comme on a déjà dit, il y a le Conseil du gouvernement mondial répondant au nom du comité des 300. C'est cette organisation qui détermine les sorts de l'humanité tout entière, selon ce que ses membres veulent que les choses soient, évidemment, selon les caprices et l'orgueil de leur moindre volonté. Ils façonnent selon leur bon vouloir l'avancement des collectivités dominantes dans les pays qu'on dit développés au détriment de toutes les autres collectivités humaines, tant en Occident que dans tous les pays pauvres. C'est bien dommage. Les maîtres du monde qu'on croit être les gens les plus nobles, les plus civilisés, sont ceux-là qui contreviennent à leurs propres principes de base, principes que les médias présentent avec plus d'efficacité comme étant les valeurs inaliénables les plus meilleures de l'humanité. Ces principes sont la démocratie, l'équité, la bonne gouvernance, la protection des plus faibles, le bannissement de l'exploitation de l'homme par l'homme, la transparence et tant d'autres. Partant de toutes ces malhonnêtetés, la question de la reconstruction de la RD Congo ne peut plus être traitée par ces constructeurs de civilisation qui organisent et planifient toujours leurs choses à huis clos, en cachette, dans la plus grande discrétion et surveillance pour que rien n'échappe de leurs discussions. Et pourquoi cela? C'est pour prévenir que le public, la masse, une fois au courant des finalités de leur planification secrète, ne puisse se mobiliser pour mettre en péril leur domination, etc. En dessous aussi du comité des 300, il y a plusieurs organes qu'il faut considérer comme des départements au ministère du fameux gouvernement mondial, entre autres l'ONU, l'OCDE, le Bilderberg comme on a dit, l'OTAN, l'Union européenne. Toutes les autres organisations continentales qui sont en dehors des pays occidentaux sont des simples comités locaux qui dépendent de ce fameux département, que ce soit l'Organisation des limités africaines, l'Organisation des pays arabes, l'Organisation des pays de l'Amérique latine, etc. Par ailleurs, les sociétés secrètes qui sont des centres actifs des francs-maçons et des Illuminati, des Rosicruciens et autres, agissent comme des sous-commandements militaires d'infiltration appelés à imposer malignement le gouvernement mondial auprès de tous les peuples de la Terre par la production d'un plus grand nombre des hommes et des femmes éclairés, guidés par leur philosophie, guidés par Lucifer. Ils sont introduits par la suite auprès des gouvernements dans tous les pays du monde pour prendre le contrôle des destins de tous les peuples, à ce qu'ils ne puissent pas s'écarter du droit chemin conduit au seul gouvernement mondial valable, solide et indiscutable. Et c'est avec amertume et désolation qu'on peut conclure que les dominations des autorités et des principautés, pour dire les esprits supérieurs qui ont conçu ce nouvel ordre mondial,
qui veut l'imposer par la force à l'humanité et qui guide la construction minutieuse, ont complètement amputé l'empathie des hommes et des femmes qui agissent comme des seigneurs et des grands maîtres établis pour parachever la construction du dit gouvernement mondial. En parlant de l'empathie, il s'agit d'un élément qui fait partie de la nature humaine, à se mettre à la place de l'autre pour éprouver ses moindres souffrances. Il n'y a que la règle de sacrifice des êtres humains qui est autant au centre de toute action de cet ordre mondial, autant au centre de tout positionnement dans la hiérarchie et dans l'acquisition de toute prospérité matérielle. Voilà, telle est la situation du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial et de ses institutions et de ses animateurs. Par ailleurs, il me semble important de signaler que les ordres politiques, économiques et militaires locaux instaurés en Russie et en Chine sont de simples tentatives humaines qui essayent de contrecarrer l'offensive très agressive de ce gouvernement mondial. Ces ordres locaux vont tout droit vers leur effondrement rapide pour la simple raison fondamentale qu'ils ont été définis selon la lumière ou l'éclairage de Saint-Georges pour la Russie et du pentagramme, donc l'étoile à 5 pointes franc-maçonnique pour la Chine, dont aucun de ces deux pays ne détiennent le grand prêtre. Le Saint-Georges, patron des croisés, connu pour son terrible combat face à face au dragon, et le patron de l'ordre très noble de la Charentière, est aussi le patron du Royaume-Uni, dont la reine Elisabeth II est la glorieuse et souveraine. Pourtant, c'est lui qui guide les destins des Russes, et dont l'image est au centre des armoiries de la Fédération russe. Pour la Chine, c'est le pentagramme qui est affiché dans ses armoiries, et c'est son drapeau, alors qu'il faut aller en Europe et aux États-Unis pour trouver les grands maîtres sublimes du pentagramme. De même, l'ordre islamique qu'on chante depuis un certain temps et que les médias occidentaux ont déjà diabolisé, ça aussi, c'est une simple tentative de la collectivité musulmane qui croit, à tort, avoir la mission d'instaurer sur terre la paix et la sécurité séculaire. Cet ordre aussi, qu'il soit commandité par les services secrets des pays occidentaux pour des raisons encore plus obscures, ou par les djinnis, donc les esprits supérieurs musulmans, ou par le fanatisme religieux ou prophétique islamique, oui, cet ordre en gestation n'a aucun avenir. Il ne fera rien du tout pour déboulonner, comme il se croit, l'actuel nouvel ordre mondial des puissances occidentales, ni même instaurer un nouvel ordre valable sur la totalité, ni sur la moitié des pays musulmans. L'instauration d'une paix séculaire n'est pas une question de mission, de vision, d'idéologie religieuse ou quelque chose qui relève de l'islam. Il s'agit plutôt d'une chose qui s'inscrit dans la dimension spirituelle de plus haut niveau, qui dépasse toutes les dimensions et compétences des esprits. Comprenez bien. Qui dépasse toutes les dimensions des compétences des esprits, aussi malins qu'ils soient, aussi puissants qu'ils soient, qui conduisent les destins de la civilisation humaine par l'entremise des maîtres de la terre. Cette dimension spirituelle de plus haut niveau, c'est l'ordre universel de restauration des nations et de récréation de la nation. Je m'excuse, je me suis trompé ici. Et de récréation de la nature. Que c'est les peuples de la RD Congo, descendants des peuples de l'ancienne Égypte pharaonique, détiennent la propriété, les sacerdoces et les secrets. Pour se rendre à l'évidence de cette affirmation, il faut se rapporter aux malédictions qui furent portées contre Pharaon, roi d'Égypte, par le prophète Ézéchiel, dont le sacerdoce a eu lieu vers 593 à 570 avant Jésus-Christ. Au chapitre 32, au 32e chapitre, versets 7 à 8 du livre de ces prophètes, ces malédictions ont été données en ces termes. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurerai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil des nuages et la ligne ne donnera plus sa lumière. J'obscurerai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Dans la providence des dieux du prophète Ézéchiel, une personne sera maudite avec tout ce qui lui appartient et toutes choses qui relèvent d'elle.
Rien, alors rien, ne se fait en dehors de cette règle fondamentale. Ainsi, lorsque la malédiction de Pharaon est liée aux astres spirituels, qu'elle occasionne au même moment l'obscurcissement total de toutes les connaissances et les savoir-faire que détient l'univers, symbolisé par tous les astres en ces termes, ciel au pluriel, étoile au pluriel, soleil, ligne et tous les luminaires des cieux. Ceci démontre jusqu'à quel point la prêtrise de l'Égypte antique est de plus haut niveau que toute autre prêtrise existant sur terre. Ceci démontre également jusqu'à quel point les dimensions spirituelles, centre de toute connaissance et de toute créativité, des descendants des peuples de l'ancienne Égypte sont incommensurablement supérieurs à tout ce qui est connu comme étant lumière qui illumine le monde terrestre autant le monde spirituel. C'est pourquoi la lumière qui guide et qui éclaire les chevaliers de la charretière est Andy Saint-Georges en personne, le plus grand esprit qui agit sur les rois de la terre, avec lui l'ange de lumière, c'est-à-dire Lucifer lui-même, y compris Minerve, Athénée, Apollo, Vierge Marie et autres dominations, n'ont rien de mystérieux, ni de prodigieux, ni de glorieux, ni de créativité qui approche, même de loin, la qualité prodigieuse de fils et de filles descendants des peuples de l'ancienne Égypte, qui se trouvent ici en aire de Congo et qui s'apprêtent à se révéler. Mesdames et messieurs, jusqu'ici je vous ai parlé de ce qui est connu et de ce qui a été fait ici en aire de Congo, en Occident, autour de ce qu'on appelle nouvel ordre. Ce qui va suivre maintenant, c'est comment la ère de Congo va instaurer son propre nouvel ordre qui deviendra en même temps un nouvel ordre au sein de l'humanité et comment cela doit s'accomplir au cours de notre âge. Applaudissez quand même. Ce n'est pas un mythe lorsqu'on traite cette question avec rigueur des prophéties se rapportant au peuple de la ère de Congo, aux Israélites et à tous les autres peuples de la terre. Ce qu'il faut retenir par ici, c'est que l'émergence de la ère de Congo comme nouveau constructeur de la civilisation humaine est possible uniquement dans le cadre de restauration des nations, du fait que ces pays représentent en ce XXIe siècle l'Égypte prophétique. Dans la mesure où l'Égypte antique était une puissance civilisatrice du monde. Mais alors, comment cela est-il possible au moment où la ère du Congo est à l'agonie sur tous les plans, surtout sur les plans de créativité, car c'est la créativité qui génère toutes les richesses. Avec quelles connaissances, quel savoir-faire, quelles ressources matérielles et financières, ou alors les dites prophéties se rapportant à la suprématie bienfaisante ère des Congolaises sur le reste du monde, ne sont-elles pas des fables que des preuves scientifiques réelles? Il n'y a rien de fable là-dessus, du fait que ce sont des preuves scientifiques indiscutables. Et scientifique est toute déclaration avec preuve écrite à l'appui, dont l'accomplissement se voit ultérieurement. Et justement, à propos de ça, on n'a qu'à regarder les prophéties d'Ésaïe chapitre 19, chapitre 20, Ézéchiel chapitre 29, chapitre 30 et chapitre 32. Tout cela décrit avec détail tous les malheurs qui frappent les peuples noirs, génération après génération, depuis plus de 2500 ans, et qui les poursuivent partout où ils se sont retrouvés après leur fuite de leur terre originale, l'Égypte, ou Misri, peuplée aujourd'hui par les Arabes. En substance, les paroles de l'Éternel furent données à Ésaïe et à Ézéchiel en ces termes. L'esprit de l'Égypte disparaîtra au milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur elle. L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche des palmiers et le roseau. L'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. L'Égypte sera la moindre des royaumes. Il ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ses fondements seront renversés. Ils y tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. Tous ces soutiens seront brisés.
Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte. Les plus violents d'entre les peuples seront envoyés pour détruire les pays d'Égypte. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays des morts. Je livrerai les pays entre les mains des méchants. Je ravagerai les pays de ceux qui les renferment par les mains des étrangers. C'est pourquoi, ainsi par le Seigneur, j'en vais à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les justiciers parmi les nations, et je les disperserai en divers pays. Lorsqu'on est en présence de telles malédictions, on n'est plus étonné de constater les dégâts qui en sont découlés. Effectivement, du fait que l'humanité se trouve à l'époque où toutes les sentences de l'Éternel dirigées contre l'Égypte se sont accomplies dans la plénitude, on n'a donc plus besoin de s'interroger pourquoi la souffrance des peuples noirs sur tous les plans est-elle démesurée et trop démesurée génération après génération. Les fondements de l'Égypte ayant à ce point été renversés et son esprit ayant péri, il devient alors plus compréhensible que les descendants des peuples de l'ancienne Égypte soient aujourd'hui complètement différents de leurs ancêtres, quant à leur esprit de savoir-faire ou de créativité. Heureusement, tout ne se limite pas par là, car l'Éternel, le très miséricordieux, le Dieu d'Ésaïe et d'Ézéchiel, a en même temps proclamé qu'il y aurait un temps de rétablissement des descendants des peuples de l'Égypte antique. La parole l'indique en ces termes. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans les pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Mais alors, toutes les preuves scientifiques démontrent, comme nous l'avons déjà vu, que les malédictions des peuples noirs de l'Égypte antique portées par les prophètes Ésaïe et Ézéchiel ont été écrites plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le fait qu'ils aient eu l'accomplissement parfait de tous les désastres portés contre l'Égypte et leurs descendants, c'est l'évidence même que toutes les déclarations de rétablissement annoncées d'avance par les mêmes prophètes au même moment que les malédictions firent donner, doivent elles aussi se réaliser. À quand donc l'avènement de cette nouvelle ère mondiale pour la ère des Congo? Les calendriers spirituels éclairent là-dessus. C'est au jour du 4e président de la République. Comme ce calendrier spirituel arrive presque à son terme, il faut donc savoir que les travaux de regroupement de tous les chefs de l'œuvre, c'est-à-dire les personnes ayant les dons, appels spécifiques ou appels spécifiques pour cette glorieuse entreprise, sont achevés depuis longtemps. Il ne reste que 3 choses qui sont les regroupements en aire de Congo et ailleurs dans le monde de tous les talents créateurs de richesses matérielles dans le cadre du plan du progrès simultané, durable et généralisé. Il y a aussi les formalités politico-administratives au niveau local et international pour tout démarrer et la mobilisation de tous les capitaux qu'il faut pour sa mise en place. Le plan de progrès simultané, durable et généralisé est un plan de rattrapage de la modernité et de la technologie à la fois pour la ère du Congo et pour les autres pays africains. Il est aussi une entreprise de redémarrage à nouveau de l'industrie de pointe dans plusieurs domaines des pays industrialisés participants. Les 10 progrès devra reconstruire au même moment 6 000 villes et villages en ère du Congo dont les luxe, la durabilité, la beauté architecturale, etc. n'auront pas d'égal sur Terre. Et en même temps, toutes les infrastructures requises pour les métiers permanents de cette modernité et pour son épanouissement continuel au-delà des générations. Le coût total pour l'implantation de ces progrès simultanés en ère du Congo est de l'ordre de 1500 milliards d'euros. Si on ajoute les coûts de l'impact sur les autres pays d'Afrique, comprenant les valeurs des rachats, des intérêts irréconciliables des puissances occidentales et autres, alors le montant total d'implantation de ces progrès simultanés s'élève alors à 5 000 milliards d'euros.
La main-d'œuvre requise pour ce plan de développement des progrès simultanés est de l'ordre de 26 400 000 nouveaux travailleurs étudiants. Il y aura l'arrivée de 350 000 techniciens et ingénieurs calais. À eux, chacun aura la responsabilité de former 4 techniciens locaux pour une durée de 10 ans. Ceci est une entreprise colossale aux yeux du monde, qu'aucun esprit, quelle que soit sa supériorité dans les sphères célestes ou terrestres, n'a jamais inventé ou imaginé, mais qui doit se concrétiser sans faute par les nouveaux génies créateurs de richesses qui émergent déjà en RD Congo. Ces nouveaux booms économiques universels feront en sorte que les hommes et les femmes les plus riches deviennent encore plus riches et les hommes et les femmes les plus pauvres et misérables de partout sur Terre deviennent aussi parmi les hommes les plus riches. Voilà. J'ai tout dit et j'arrive maintenant à ma petite conclusion parce que ici les temps nous pressent. Je suis dictateur démocratique. Et voilà donc ce chapitre que je lance notre dialogue d'aujourd'hui et je vous remercie. Petite question. Bon. J'ai seulement 2 petites questions. La première, c'est de savoir, quand il dit que nous les Congolais, nous sommes les descendants de l'Égypte antique, il se base sur quoi? Parce que j'ai longtemps suivi, j'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai suivi aussi Cheikh Anta Diop sur Télé 7, quand il parle des Égyptiens antiques, il aborde les choses presque dans le même sens. Mais lorsque vous lisez l'histoire des Tutsis, selon beaucoup d'auteurs, ils disent que ceux-là, ce sont les descendants de l'Égypte antique et qui font croire à tout le monde que nous sommes différents des Tutsis. Nous sommes les Bantous et que les Tutsis, pas seulement du Rwanda, mais les autres pays d'Afrique, là, sont les descendants de l'Égypte antique et qui sont plus intelligents que nous. Est-ce de ces Tutsis dont vous faites allusion ou c'est de Congolais tout entier? Parce que quand vous regardez, même le prof Kamba Iwacha peut peut-être nous compléter pour dire que selon dans la migration, je ne sais pas si nous sommes venus nous de l'Égypte antique, nous les Bantous. C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, parce que vous parlez de cet avènement, vous dites que c'est selon le calendrier, que c'est le 4e président. Pour nous les Congolais, c'est de quel calendrier dont vous parlez? Parce que vous n'en avez pas vraiment étayé là-dessus. J'ai posé, je termine. Dans son temps, je posais la question dans le même sens pour dire qu'elle était l'ancienne, pour qu'on parle d'une nouvelle histoire. Et je passe maintenant au conférencier, notre frère Kidego. En fait, vous parlez d'un nouvel ordre mondial pour la République, mais dans votre palais, je l'ai trouvé plus tourné vers l'essence politique. Alors que dans l'ensemble, lorsque vous êtes parti dans le développement, vous avez ramassé tous les points, aussi pas tous les domaines de la vie nationale. Et lorsqu'on doit parler de cet ordre-là, parce qu'apparemment, vous avez remis en question tout. Et comment on va procéder? Parce qu'aujourd'hui, l'ordre ancien, s'il existe, il a été écrit par ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui, ou par ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui, qui ne sont pas, c'est pas les meilleurs, je veux dire les Occidentaux. Et c'est parce que les Congo, dans ma connaissance, ce n'est pas notre émanation de vous et moi. C'est la délimitation faite
par ces dont vous êtes en train aujourd'hui de dire qu'ils sont Athénée, bon, tout ce que vous avez donné là, c'était tellement beaucoup que je n'ai pas retenu tout le nom. Alors, comment procéder avec cet ordre-là? Vous allez vous baser sur quoi? Vous aurez besoin de cette histoire ou pas? Je m'excuse parce que c'est beaucoup de choses, mais merci beaucoup. Merci. Je suis M. Ghislain Boendois. En suivant l'intervention ou le discours de M. le Prince Ekpego, j'ai vu que les calendriers spirituels révèlent que l'accomplissement du nouvel ordre mondial s'accomplira en RDC avec le 4e président que nous avons actuellement. Mais avec la Constitution, nul ne l'ignore, avec l'actualité Vous avez le d'ailleurs, 4e président du Congo. C'est ça ce qu'il a dit. Oui. Au cours du mandat du 4e président. Voilà. Or, il a cité le 4e. oui, oui, il a dit. Il a cité le nom du 4e. Non, il n'a pas cité le nom. Mais en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, Vous devinez le 4e. nous savons que nous sommes au cours du 4e. Le premier, c'était Joseph Kassabou. Le deuxième, c'était Mobutu. Le troisième, c'était Laurent Désiré Kabila. Et nous sommes au 4e, qui est Joseph Kabila Kabala. Vous assumerez ces... Il va répondre, il va répondre. D'accord. Et pourtant, nul ne l'ignore, ça fait d'ailleurs de l'actualité, que nous sommes en train d'aller vers la fin de son mandat, selon la Constitution de la République. Comment s'avérer alors que cela s'accomplira avec lui? Parce qu'il faut 10 ans de plus pour que cela soit accompli. Alors qu'il ne lui reste que quelques un an. La deuxième sous-question. Il a parlé du développement simultané avec un chiffre Gosto que je ne sais même pas épeler, des milliards de dollars. Pourtant, des millions d'euros. Pourtant, le budget habituel de notre pays n'a jamais dépassé des milliards de dollars. Je parle de 9 milliards de dollars. Le budget habituel de la République. Comment penses-tu mobiliser tous ces fonds alors que les fonds sont entre les mains des Athéniens? Je vais vous dire ceci et je vais dire à tout le monde. Dans ce pays, tout le monde a parlé. Tout le monde, sauf moi. Le professeur Kambaï a parlé plusieurs fois dans les tribunes, partout, à la faculté. Entendez-moi très bien. Les politiciens ont parlé, les évangélistes ont parlé. Même les émissaires internationaux sont débarqués ici et ils ont parlé. Chacun a fait son discours. C'est la première fois que Kibego débarque ici. C'est la première fois qu'un paysan coutumier débarque ici pour vous parler. Alors, donnez-moi le temps de vous dire ce que j'ai à vous dire. Ce que je vous apporte, c'est une nouvelle connaissance. Prenez les notes, écrivez-les très bien. Parce que ce que je vous donne, c'est de la matière. Dans d'autres pays, ils prennent ça avec sérieux. Je commence par la question qui m'a été posée en disant les descendants de l'Égypte antique. Comment sommes-nous assurés que c'est cela et que ces descendants se trouvent ici au Congo, ou plutôt qu'il s'agit des Tutsis? Mon cher ami, voici la réponse. Elle est scientifique. Tout d'abord, les anciens habitants de l'Égypte antique, comment ils étaient caractérisés? Tous les savants qui ont exploré l'Égypte antique ont décrit, en commençant par Volney, a décrit des caractéristiques, des prototypes. Même Cheikh Anta Diop a eu des problèmes à les décrire parce que lui aussi, Cheikh Anta Diop est un Tutsi. Alors, ils ont les nez épatés, grosses lèvres, cheveux crépus, tout ce qui est caractéristique aux gens que nous appelons aujourd'hui les Bantus.
Mais le seul problème, on peut se dire ceci. Parce que les Bantous se trouvent très étendus sur une grande superficie de l'Afrique. Ici au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, Gabon, Angola, Afrique du Sud et partout ailleurs. Comment sommes-nous sûrs que les descendants de cette Égypte dont nous parlons sont ici? Parce qu'il faut savoir que l'Égypte antique était avant tout une puissance super spirituelle. Tout ce qu'il faisait, ça relevait de la spiritualité. Lorsque les traces sont effacées, lorsque les témoins n'existent plus, et lorsque, comment je peux dire ça? Comment fait-on pour trouver les chemins? Lorsque une chose a été conçue d'une façon spirituelle, c'est dans la spiritualité qu'il faut aussi recourir pour reconnaître les traces. Nous avons un problème ici de prier, surtout la connaissance de l'Égypte a été désorientée même par nos évangélistes. Parce qu'on a diabolisé l'évangile en disant que l'Égypte était diable et tout le reste. Mais il y a un problème. On connaît tous les descendants de presque tous les peuples de l'ancienne, dont on écrit dans les anciens livres. Mais les descendants de l'Égypte ont disparu comme ça, sont volatilisés. Il faut savoir que les gens qui se trouvent ici au Congo, je parle des gens qui sont des descendants de la prêtrise. Et cette connaissance, pour la connaître, on entre dans les dimensions spirituelles pour pouvoir en découvrir. Parce que dans la profondeur des recherches spirituelles, on dit ceci, la profondeur appelle une autre profondeur semblable à l'ancienne. Voilà. Pour ce qui est des Tutsis, qu'ils se disent aujourd'hui comme étant les descendants de l'Égypte, c'est faux. C'est une malformation. C'est une chose qui a été donnée par les missionnaires catholiques et les missionnaires protestants lorsqu'ils ont voulu pénétrer l'évangile. Ça, c'est au 19e siècle. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas loin. Ils ont voulu pénétrer l'évangile au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, les rois du Rwanda ont refusé la pénétration du blanc, même de l'arabe, à entrer chez eux. Pour la seule façon de pouvoir les conquérir et de les attraper, ils ont dit non, nous connaissons que vous ressemblez aux anciens qui habitaient ou en Égypte, c'était des Kamites. Et oui, c'est vrai. Les Bantous, c'est une expression nouvelle. Les Noirs, auparavant, ne s'appelaient pas les Bantous. Ça a été inventé en Afrique du Sud par un anthropologue allemand qu'on appelle Blake. Et normalement, les Bantous ne s'appellent pas des Bantous. J'ai même déjà écrit cela bien avant pour dire que nous sommes des Kamites. Tandis que les Tutsis ne sont pas des Kamites. Ce sont des Kushites. Les descendants de Kush, ce sont des Éthiopiens. La réponse est là et prenez cela. La question au niveau du 4e président, elle a été posée doublement. En premier, et puis aussi on parle des calendriers spirituels au 4e président. Bon, je vais répondre à des questions au même moment. Les calendriers spirituels, c'est-à-dire que ce que vous savez, mes chers amis, le monde n'est pas dirigé par la science. Le monde n'est pas dirigé par la politique. Le monde n'est pas dirigé par la finance. Le monde est dirigé par la spiritualité. Tout ce qui est consiste, c'est la spiritualité. Oui. Alors, on force l'orientation et les diagnostics des problèmes lorsqu'on ne pointe pas le vrai chemin de recherche. Alors, pour connaître l'état des choses, on va dans la spiritualité. Toutes les personnes parlent de réveil du Congo, réveil du Congo. C'est une chose qui existe depuis très longtemps. Et les gens de Kinshasa devraient encore connaître beaucoup ça, parce que nous avons Kimbangu qui en a beaucoup parlé. Mais moi qui suis une personne qui fait l'investigation pour connaître les temps, vous savez que même dans la Bible, on nous parle du temps. Les gens ne font pas l'investigation pour le temps, pour connaître. Ma recherche spirituelle a été essentiellement orientée pour connaître à quand les desseins de Dieu vont s'accomplir au Congo. Daniel a fait la même chose. Parce qu'il regardait les temps. Et les temps nous ont indiqué clairement qu'au jour du 4e président, et ce n'est pas seulement ici au Congo, quand vous allez partout ailleurs, les gens qui connaissent et qui veulent connaître à quand la fête de la misère du peuple congolais, on dit le réveil viendra au jour du 4e président. Nous sommes, c'est vrai, presque en retard. Mais rien n'est en retard.
lorsque Dieu intervient. C'est tout simplement ça. Je vous ai parlé dans mon énumération de l'actuel ordre mondial. Où est-ce que vous étiez? J'ai énuméré de l'actuel ordre mondial qui gouvernait. En parlant de l'ancien, c'est vrai. L'ancien ordre mondial pour les Africains existait avant la chute de l'Égypte antique. L'Égypte antique était une civilisation millénaire qui a été démolie, démantelée par Cambyse, roi des Perses, au moment du pharaon Psaménite, donc le fils d'Anasis. À partir de presque 6e siècle avant notre ère, l'ordre, la connaissance, la spiritualité, le savoir-faire de l'homme noir a cessé d'exister pour ce qui concerne de la fabrication, de la conception de son propre développement. C'est ça l'ancien ordre qui existe. Nous sommes au temps de restauration pour que l'Égypte, donc les descendants des peuples noirs dans la globalité, retrouvent le passé. C'est que tout le monde prêche ici. Qu'on puisse retrouver. Voilà, il y aura une connexion entre l'ancien et le nouveau. Et n'oubliez pas que la connaissance de l'Égypte ancienne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas d'égal. Je vous remercie. Très bien. Jamais, on te le dira. Donc, l'histoire se construit. Lorsque vous détruisez tout ce qui est comme repère historique, vous détruisez vos symboles. Nous avons l'habitude de dire, un peuple, une nation sans repère se perd alors cruellement. Vous avez l'impression qu'ici, on sauvegarde les repères? Vous allez aujourd'hui dire à votre enfant comment le monument, là, vous voyez les colonnes qui supportaient le monument Albert Ier, je crois. Et nous étions encore gosses quand on l'a vu. Les pierres qui ont perdu. Le prince Kibeko, on sous-entend prince des Noirs. Et sa lutte et sa quête pour combattre, je peux dire, les princes des Blancs ou les princes du Nord. Et ma question est celle-ci. Le prince Kibeko du Sud est là pour renverser les princes du Nord ou les chevaliers de la Jarretière, ou soit il veut simplement s'attacher à eux pour recevoir une force ou une main d'œuvre pour mettre en action tous ces plans. C'est Pichu Bakambo, un ancien de l'Athénée de Banda. Voilà. Les parents l'ont payé effectivement. Alors, j'ai deux petites présentations, dont la première, disons, les deux sont adressées au prince. Alors, je voulais dire, Monsieur Kibeko, vous êtes à la fois prince, à la fois messager. Je ne sais pas, messager de qui, prince, fils de quel roi. Alors, c'est une autoproclamation ou bien c'est... Ça dit d'où tirez-vous à la dire toutes ces appellations? Deuxième préoccupation, le livre que vous avez écrit est intitulé « Yaté, les testaments accomplis ». Oui. Alors, les testaments accomplis avec qui? Et c'était-il prévu ou comment? Merci. Alors, il y a plusieurs messagers qui sont venus. Je m'adresse aux conférenciers. Il y a ceux qui sont chrétiens. Il y a ceux qui sont, je ne sais pas comment dire. Lorsqu'on parle de la question du réveil, nous voyons que l'Égypte était polythéiste. Lorsque l'Égypte était polythéiste, lui parle de l'Égypte, il y aura réveil qui va venir de la RDC avec les descendants de l'Égypte. Il y a aussi d'autres qui sont chrétiens, qui disent aussi qu'il y aura réveil. Je me pose la question, quelle sera la coordination entre ceux qui sont chrétiens qui parlent aussi de réveil et ces polythéismes égyptiens? Comment? Parce que nous connaissons, lorsqu'on utilise la Bible, on voit que Dieu a donné 10 plaies à l'Égypte. Donc il y aura maintenant la coordination des 10 plaies, ou ces gens qui n'ont pas eu une coordination dans le passé et actuellement. Alors, je voudrais savoir cette coordination. Ok, plus loin. J'ai deux questions.
l'une au conférencier et l'autre à vous deux, c'est-à-dire le conférencier et le professeur. La question au conférencier est la suivante. Il parle de la nouveauté. Cette nouveauté ressemble à une autre nouveauté dans le temps, laquelle l'humanité croyait que c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Après sa naissance, Galilée a grandi. Il a déclaré le contraire en disant « c'est la terre qui tourne autour du soleil ». Pour avoir ainsi déclaré, Galilée avait été condamné par l'humanité à la peine de mort. Par peur, il s'est dit. Mais, avant sa mort, il est revenu sur sa position en disant que c'est la terre qui tourne autour du soleil et non pas le soleil autour de la terre. La question que je pose à notre conférencier est la suivante. Oui. À supposer que la société, tant nationale qu'internationale, ne soit pas d'accord avec la nouveauté qu'il est en train de prôner, aura-t-il le courage de maintenir sa position comme elle a fait Galilée? La question maintenant que je vous pose à vous deux. Moi, je suis dans une église créée par un prophète congolais. Église Motema Namasia Sassine. Église Motema Namasia, le cœur de Jésus. Namasia, Motema Namasia Sassine. Vous pouvez oublier et retenir seulement Sassine. Le prophète créateur de cette église, le Toko Bokombe Sassine, vous pouvez aussi oublier le Toko et retenir seulement Sassine. Il dit ceci. Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, on arrive à la question maintenant. Oui. Lui prêche en lingala et non en français. Il dit ceci en lingala. Bokobongisa mbokoyo na mayele ya mukanda te. Bokobongisa yango na bwanya ya nzambe. Qu'en dites-vous, vous deux, parce que l'orateur ou le conférencier a parlé de la primauté de la spiritualité ou du spirituel sur le matériel. Je veux dire en clair ceci. Est-ce que vous deux, vous êtes d'accord avec ce prophète lorsqu'il dit que oui, nous sommes d'accord. Oui. Merci, j'ai terminé. Oui, les autorités politiques. Je peux vous dire franchement, je vais comparer cet accueil avec l'accueil qu'on m'a déjà réservé dans d'autres endroits. L'accueil auprès des autorités actuelles, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais j'ai trouvé quand même l'accueil auprès des citoyens qui m'ont bien accueilli, m'ont hébergé, m'ont donné la nourriture, les transports et tout le reste. Si je compare mes visites que j'avais accomplies ailleurs, au Canada, aux États-Unis, aussitôt seulement qu'ils attendaient de ce type de messages quand je débarquais, ils m'envoyaient des voitures de luxe, ils m'accueillaient, ils me faisaient dormir dans des hôtels incroyables. Certains députés venaient me rencontrer, me consulter en privé. Mais c'est que je n'ai pas trouvé ici au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs? J'ai été filé dès le mois de décembre par les services secrets. On voulait connaître qui je suis, on voulait savoir même peut-être que je voulais démanteler le gouvernement en place, ou si j'étais envoyé par telle ou telle puissance occidentale. Ça, c'est le commun de tous les pays africains.
c'est pas seulement pour le pays ici chez nous. Mais par contre, la population, quelques individus, surtout les gens qui m'ont accueilli dès mon arrivée à l'aéroport, en tout cas, cet accueil est incomparable et je les remercie d'avance. Et puis, quelle place, comment je considère les dialogues intercongolais qui viennent d'être initiés ici au pays? Je suis l'homme des palabres. Et je suis d'avis que les dialogues intercongolais, il faut que ce soit les derniers dialogues. Parce que dans ces pays, on a eu des millions de dialogues. Avec ces dialogues, quel type l'agenda qui est là-dedans? J'aurais aimé que je sois membre de ces dialogues pour qu'on puisse parler des choses une fois pour toutes. Voilà, moi-même, lorsque j'ai appris l'existence de ces dialogues, j'ai pris l'initiative d'écrire une lettre et de l'envoyer là-bas pour pouvoir dire s'ils peuvent me recevoir, d'aller présenter aussi mes idées à ces dialogues-là. Je pense que j'ai répondu à ça aussi. Bon, la deuxième question. L'ordre nouvelle a plutôt un sens politique, alors que j'ai commencé avec un sens spirituel. Voilà. Ce que les gens ignorent, c'est que la politique, l'économie, la science et tout le reste, comme je l'ai dit, ce sont des choses qui sont dirigées, conçues et confectionnées par les spiritualités. Vous savez quoi? Ce qui est conçu ici au pays est dirigé par Lucifer. Ce que vous ne savez pas. Bon, comme j'ai l'autre qui a dit qu'il a appris beaucoup de choses ici. Vous savez, nous avons sur notre drapeau l'étoile à 5 pointes. Qu'est-ce que ça dit cela? Quelqu'un peut-il me dire l'essence, la signification de cette étoile à 5 pointes? Je ne veux pas que vous répondiez, je vais vous dire. C'est le pentagramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière, la connaissance qui guide, qui éclaire, qui définit la continuité du progrès et du développement de votre pays vient tout simplement de Lucifer. Parce que l'étoile à 5 pointes représente Lucifer. Lucifer, c'est ce que la Bible dit, l'astre brillant. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne vous en faites pas. Lorsque vous faites vos choses, lorsque vous faites tout ce que vous voulez ici au Congo, ce n'est pas au Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, avec qui vous faites affaire, ou ce n'est pas non plus à Jésus-Christ de Nazareth, c'est plutôt à Lucifer, le Dieu officiel de la République démocratique du Congo. Alors, la spiritualité que moi je vous apporte, c'est la spiritualité des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Pourquoi? Je suis au temps de restauration. Les peuples noirs ont été maudits, sacrés et condamnés à vivre, comme l'a dit Franck Fanon, les damnés de la terre. Mais il a promis la restauration. Mais ce que les gens ont oublié, c'est d'aller recourir, de connaître les mal qui ont été faits pour que nous ayons cette malédiction-là. Alors, c'est ça la restauration. Alors, nous devons connaître là où nous sommes tombés pour que nous soyons en mesure de nous redresser. Ce qui est là, c'est que les dieux qui nous ont maudits, lorsqu'ils restaurent, ils restituent toute notre connaissance. C'est aussi simple que ça. Bon, on dit aussi la même question, la même personne a posé la question au niveau de la politique. Okay, si je commençais avec la politique, comment j'ai tombé j'ai parlé de la spiritualité. Bon, est-ce qu'on doit se baser sur quoi pour recréer notre civilisation, notre société? C'est la spiritualité tout simplement. Il faut savoir que nous avons plusieurs spiritualités dans ces pays. Les églises, tout comme les autres personnes, même d'autres connaissances, nous sommes tous égarés. On n'a pas encore trouvé la vraie lumière. Et la vraie lumière viendra lorsque nous sommes capables de pouvoir retrouver les traces perdues. Tout simplement ça. Bon, voilà. Et ça, donc, la spiritualité, ça va être la base de la récréativité de notre pays. Parce qu'il faut savoir une chose, que l'homme noir n'est pas un homme scientifique. C'est que les gens oublient. Il existe deux types de catégories des êtres humains.
Ceux qui pensent avec l'intelligence, c'est la descendance japhétique. Les Blancs, donc les Anglais, les Français et les autres. Mais les Noirs et les Sémites, eux, leur créativité vient de l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on conçoit les choses. Lorsque vous allez dans l'Égypte antique, il n'y avait pas de laboratoire. Pour produire quelque chose, prenons cette eau qui est devant moi, avec cette bouteille. Ça prend un processus. Il y a des expérimentations pour s'assurer que l'eau est de bonne qualité. Il y a des pertes. Il y a beaucoup d'essais, des essais que l'on fait. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas comme ça. On connaît une chose. Lorsqu'on a eu la révélation dans son temple, on fabrique la chose une fois pour toutes. Tout d'un coup, boum, boum, la chose devient réelle. Quand vous allez dans l'Égypte antique, il n'y a pas de laboratoire. On ne verra pas là où on a commencé à faire des essais. Comment construire les pyramides? Comment tailler les pierres qui jusqu'à aujourd'hui, même les outils les plus perfectionnés ne sont pas capables de pouvoir tailler. Il n'y a pas d'expérimentation. Parce que tout cela a été conçu dans la spiritualité. Et une fois la spiritualité, on finit à faire les choses dans la spiritualité, on les convertit dans les matériels. Raison pour laquelle la science d'aujourd'hui n'est pas capable de fabriquer des pyramides. Rien du tout. Même dans les laboratoires. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc, nous sommes à ce niveau-là. Le noir, lorsqu'il sera restauré, va automatiquement avoir les connaissances perdues. C'est tout simplement. C'est une matière à réflexion. Ne vous en faites pas. Ok. On a parlé aussi du calendrier spirituel avec les 4e présidents et que nous sommes. Je pense que ça, j'ai déjà répondu. Et surtout, maintenant, parlons du développement simultané avec des milliards que je parle. Les milliards que je parle, que le Congo n'a même pas l'argent pour financer les élections, mais qui vont venir de 1,5 milliard. Je vais vous dire une chose, mes chers amis, ne vous en faites pas. Quelqu'un a parlé du prince de Side. Et l'autre m'a dit que je m'autoproclame. Mais à quoi bon de cacher son identité? Quelqu'un a parlé de l'identité spirituelle. Qui suis-je? Je suis le prince ici. Les gens qui voyagent dans la franc-maçonnerie ou dans les hautes sphères, les francs-maçons de 30e et de 33e degré, connaissent cet individu. C'est un individu qui vient avec une foule des autres individus. Il n'est pas seul. C'est un ensemble des individus qui apparaissent à un moment, à un âge de l'humanité, qui vient avec des solutions. Des solutions que l'humanité, que les savants n'étaient pas capables de résoudre. Alors, on est dans cette ambiance-là. Je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, mais je pense que c'est pour cela que les autres, surtout au Canada, aux États-Unis, lorsqu'ils attendaient seulement que Kibego va arriver dans notre village, ils prenaient tous les souhaits de venir m'encadrer, de m'accueillir, et comme il fallait. Même les Juifs m'ont envoyé un collège de rabbins, de 7 personnes. Notre discussion a pris, normalement c'était une discussion qui devrait prendre un jour, ça nous a pris une semaine. Nous avons discuté jour et nuit, pendant 7 jours consécutifs, pour se rendre à l'évidence que même le judaïsme fondamental était dans l'erreur et que la connaissance devrait sortir. La connaissance que moi je vous avais apportée en partie. Alors ne vous sous-estimez pas. La richesse est en nous. Nous avons quelque chose de l'expertise que nous avons à donner aux pays occidentaux. Regardez même l'Angleterre. C'est un pays en faillite et pourtant ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas de limite de l'argent. Par exemple, la famille Rothschild, elle fabrique de l'argent. C'est à elle l'argent du monde. La banque de réserve, la banque fédérale de réserve les appartient. La banque centrale de l'Union européenne appartient à cette famille-là. C'est eux qui ont le droit d'imprimer tous les billets de banque des monnaies les plus importantes du monde. Mais, écoutez mes chers amis, je ne vais pas tout déclarer ici, mais le seul problème, est-ce que vous êtes prêts à embrasser ça avant de parler au président qui n'est pas ici? Êtes-vous prêts à résoudre vos problèmes? Bon, voilà donc, c'est dans ce cadre-là, je pense que l'argent, il y en aura, mais ne serait-ce même que de parler de nos propres richesses, des ressources naturelles. Le pétrole du Congo, d'après les nouvelles connaissances,
sont de loin des gisements pétroliers est beaucoup plus gigantesque, plus que les gisements qu'on trouve dans tous les pays arabes. Mais seulement cela, ça vaut combien de milliards? Beaucoup de milliards. Mais si on donne tous ces pétroles, on les donne aux entreprises qui les convoitent, on les prenait tout, ça dépasse les 5 000 euros. Hein? Je dis des 5 000 milliards, ça dépasse. Mais alors que la technologie qu'on va utiliser au Congo n'aura pas besoin de pétrole. Le pétrole, c'est une vieille connaissance, c'est une vieille industrie. Si vous voulez qu'on puisse partir, nous allons partir avec la nouvelle industrie dont le pétrole ne fait plus affaire avec la modernisation. Même l'électricité de votre INA n'aura même plus besoin d'être utilisée ici au Congo. Il y a de nouvelles technologies. Tout cela, c'est de l'actualité que je vous apprends. Alors, donc, mes chers amis, embrassez la vision, soyons ensemble pour voir que les Congolais seront les premiers. Quand je vous ai posé la question expressément, de quoi nous sommes orgueillés au niveau local et international, rien du tout. Mais avec ça, le Congo devient le centre de la civilisation mondiale. Un peu c'est tout. À Misibavu, je connais la famille, mais il y a une famille ici, mais je ne vais pas dire grand-chose sur lui. Mais il parlait français parce que c'était quand même un type qui travaillait dans l'armée, les forces publiques de l'époque. Il parlait français. Le mot de la guerre totale est venu comme ça parce que lui, disait aux Blancs, aux Muzungu qui étaient là, mais nous mourrons, nous allons faire une guerre totale sans repos. C'était seulement l'expression. Et ça a été vulgarisé. Donc je pense qu'on aura le temps de pouvoir s'informer davantage sur Misibavu. Du fait qu'on a une avenue qui porte son nom, c'est déjà quelque chose. Oui, ici à Kinshasa, il y a Misibavu. Mais voilà, moi je dis son nom et prénom, Misibavu, tout simplement. Alors, maintenant, il y a le livre de Dr Coleman, je l'ai dit, il existe sur l'internet. On peut le télécharger, tout simplement. La hiérarchie des conspirateurs. Et tu vas le voir. Ou même le plus grand secret. Même les grands secrets. Voilà. Bon. Maintenant, je considère. Quel autre qui m'a conduit là où je suis? Sur le plan spirituel, comment suis-je arrivé? Ah voilà, c'est la montagne. Mes chers amis, parfois j'ai la difficulté à le dire. Je ne sais même pas comment moi-même je peux l'expliquer. Depuis ma naissance, je suis comme ça. Connaisseur des choses. Et parfois je disais aux gens, mais écoutez, mais ne crève pas là-bas, il n'y a pas de verre de terre, il y a juste des petits, mais je vois les verres de terre à côté parce que la terre était transparente. Alors, beaucoup de choses, parfois je regardais les personnes et je voyais toutes ces intestins et comment ils mangeaient. Et je voyais tout ça. Alors, parfois j'avais même peur de pouvoir dire tout ce que je voyais. Et je pensais même que peut-être je suis une personne qui est étrange. Mais il y a ce genre de choses. Donc j'ai été en contact avec l'Esprit de Dieu dès ma naissance. J'ai grandi comme ça. J'ai vécu des situations incroyables. Mais à l'âge de 9 ans, vers la fin de l'âge de 9 ans, je suis mort. Et les circonstances ont fait qu'on ne puisse pas m'enterrer pendant 3 jours et demi. Je suis mort à 2 reprises. Bon, mais dans ce voyage de mort, je ne suis pas. Les gens, ce sont les gens qui m'ont dit que j'étais mort. Mais moi, je n'étais pas mort. J'ai vu tout simplement quelqu'un qui est venu me chercher. Tibégo, debout, on va partir quelque part. Et nous sommes partis. Mais en cours de route, on m'a retourné. Bon, la personne qui m'a retourné m'a dit son identité, que c'était Jésus-Christ, de Nazareth lui-même. J'aime parler de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a plusieurs Jésus, ne vous en faites pas. Alors, lorsqu'il m'a retourné, et depuis ce temps-là, il y avait des choses incroyables. Alors, bon, finalement, j'ai commencé l'école primaire. J'étais toujours premier, deuxième primaire, mais en 3e, j'ai doublé 3 fois. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas mes examens, j'avais les 0. Mais comment, moi qui étais intelligent, je suis arrivé à doubler 3 fois. Pourquoi? Parce que quand je dormais, j'avais des visions. Je voyais, je suis en train de chasser, et que je me trouvais devant 3 oiseaux, et que je voulais tous les abattre. Et l'esprit me disait, mais si j'abats un oiseau, les 2 autres vont se volatiliser. Alors, il fallait, comment je peux tuer les 3 oiseaux? Alors, il me dit, mais fais seulement comme ça, je lance mon lance-pierre, et les 3 oiseaux tombaient.
Quand je voyais ces choses-là dans la nuit, le matin, je me réveillais, j'allais physiquement maintenant chasser les oiseaux et je tuais avec une pierre 3 pour voir même 4 oiseaux qui n'étaient pas dans la même position, un là-bas, l'autre là, parfois l'autre de l'autre côté. Alors à partir de cela, j'ai commencé maintenant aucun intérêt que j'avais pour aller à l'école. Alors c'est ça, c'est cette curiosité, cette quête-là. Je me suis retrouvé, je ne savais même pas c'est quoi, mais jusqu'au jour où j'ai vu que pour reconstruire notre zone, le site Kivu qui était déjà en guerre plusieurs fois avec la zone rouge également, alors je me dis qu'il fallait que j'aille en Occident pour connaître ce que les plans font et comment amener l'eau courante dans les familles, l'électricité et tout le reste. Bon, voilà globalement. Bon, lorsque je suis arrivé en Occident, là aussi, je me suis aperçu que lorsque je me suis inscrit à la faculté à l'Université de Montréal, mais lorsque j'ai entré en classe, parfois je ne connaissais pas la matière, mais il suffisait tout simplement que le prof ouvre sa bouche et je connaissais tout ce qu'il disait. Et le professeur se mettait là-bas et il commençait à prendre des notes. Bon, globalement, c'est ça. Bon, lorsque j'entrais maintenant dans le monde spirituel, je partais dans les églises, des choses comme ça. Parfois, je voyais même que les professeurs, ou disons, le pasteur ou l'évangéliste, tout ce qu'il passe, c'est du blabla. Alors, je sortais. Donc, globalement, ma quête spirituelle est très longue. J'ai parlé avec les esprits de toutes sortes. Ne rigolez pas, croyez c'est bon. Alors, j'ai vu presque tous les esprits qui m'ont côtoyé, qui sont venus me voir, que j'ai chassé, d'autres que j'ai giflé. Alors, je vous dis, quand je parle de Minerve, je connais Minerve personnellement. Quand je parle de Lucifer, je lui connais personnellement. Apollo, tout ce monde-là m'ont visité, on a discuté, on a des discussions, parfois des divisions. Donc, mon parcours est différent. Mais, grosso modo, mais ce n'est pas de cela que je parle. Prenez-moi tout simplement comme étant un connaisseur, mais je suis un messager de l'Éternel. Alors maintenant, attendez, parce qu'ici nous sommes, on parle des princes noirs. Les princes noirs, comme il a dit, qui vient ici au Cid. Est-ce que je suis là pour pouvoir détrôner les princes du Nord, donc la puissance des chevaliers de la Jarretière, ou tout simplement je suis en train de parler de bonnes choses pour les flatter, en fait qu'ils puissent nous donner qu'est-ce qu'ils ont à nous donner pour rebâtir notre société. Non. L'expression même des princes noirs d'ici, je ne connaissais pas. Ce sont eux. Quand j'étais au Canada, j'ai subi des persécutions énormes. Même aujourd'hui, ma famille, on les a pris la nationalité. Et pourtant, beaucoup de membres, tous mes enfants, une grande partie sont nés là-bas. Moi, on les a confisqués la nationalité. Même moi, le passeport avait été gelé pendant une période de 10 ans. Pour le simple fait que j'avais écrit ce livre-là. Lumière et plan d'action pour la guérison totale de la RD Congo. C'est ça les titres qui m'ont amené des problèmes. Alors, ils nous ont fait enquête sur moi pendant 10 ans pour connaître comment, la connaissance et l'expertise. Mais les agents qui sont venus me voir m'ont dit qu'il était plus dangereux que Oussama Bin Laden. Parce que Oussama Bin Laden vise quelques objectifs. Toi, c'est le démantèlement total de toute la civilisation. Alors moi, je ne sais pas comme ça. J'ai dit, mais est-ce que la reine Elisabeth... Alléluia d'abord. Bon, merci beaucoup. Donc, j'ai dit ceci, la reine Elisabeth est vieille. Elle a aussi quelques malaises dans les genoux, même dans les hanches. Combien ça coûte pour redonner la vie à la reine Elisabeth, même s'il faut lui rajeunir, lui donner l'âge de sa jeunesse, de 35 ans. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais avec moi, c'est possible, avec les gens qui m'entourent. Nous avons beaucoup de choses qu'on peut les donner. Alors donc, globalement, pour le moment, moi, je ne suis pas venu prendre la place de quelqu'un d'autre. Non. Je suis, dans ma mission, quelqu'un qui arrive pour éduquer, pour révéler, pour coordonner. Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est que les gens veulent voir la poste de l'autre. Quand quelqu'un qui est président de la République, ou ministre, premier ministre, les gens se disputent pour être là. Oubliant que ce n'est pas une question de l'opportunité. Pour être un président de la République, mon cher ami, comme le président que nous avons, il faut connaître que c'est l'homme le plus chanceux, l'homme le plus béni de la terre, dans la terre noire. On ne peut pas avoir cette tâche-là pour conquérir un pays comme la République démocratique du Congo. Combien de fois nous faisons même pour avoir un petit poste dans un petit établissement. Mais lui, un jeune homme tout de bon, il est président de la République.
Ce n'est pas les concerts du hasard. C'est une bénédiction, mais vous devez l'avoir connu ça. Je ne suis pas pour vous. Je ne les connais pas. Et je désapprouve même les choses qu'il a fait. Mais ce n'est pas lui. Et tout ce concert. Mais en tant qu'homme de Dieu, lorsque je regarde, il est parmi les gens les plus bénis de la terre. Les gens qui ont été bénis, il y avait Michael Jackson, il y a Joseph Kabila. Oui, oui, parle de Dieu l'éternel. Les gens qui ont les dons innés de la bénédiction. Il fait partie de ces gens. Alors donc, ne soyez pas, lorsque vous parlez, Dieu donne sa bénédiction au mauvais, au méchant. Sa pluie tombe et son soleil tombe. Donc moi, j'arrive à cet âge de l'humanité. Écoutez-moi très bien, j'arrive ici, c'est tout simplement pour pouvoir mettre les choses à sa place. Je suis un facilitateur, je suis un éducateur. Pour que les gens qui ont appel à faire ceci ou cela, qui n'avaient pas la possibilité de le faire, moi je les tends la main, je vais les mettre à leur place. Et les gens qui s'étaient autoproclamés, qui se sont placés à des endroits qu'il ne fallait pas, et ils vont partir à leur place, et les gens qui conviennent seront à leur place. Maintenant, il me reste... Parce qu'on me fait signe. Et il y a cela 137 ans. D'abord, il y a le drapeau de l'État indépendant du Congo. Pardon, l'Association internationale africaine d'État indépendant du Congo. Vous connaissez avec étoile. Alors, ce tout premier drapeau de la République du Congo a été créé par le célèbre explorateur et homme d'État franc-maçon, le Sir Henry Morton Stanley. L'étoile flamboyante de cette branche d'Atacama occupe le centre. L'autre qui arrive avec des étoiles à côté, l'étoile au milieu, on interprète des 60 à 63 drapeau de la République démocratique de la République du Congo, Léopoldville. L'autre avec biais, avec étoile, on nous dit République, drapeau de la République du Congo Kinshasa. Ensuite, l'autre 66, 71 drapeau de la République démocratique du Congo. Alors, le drapeau avec le flambeau 71, 77, drapeau de la République du Zaïre, ce drapeau fut copié textuellement sur celui de l'Union Générale des Étudiants Congolais, UGEC. Reste à savoir qui a fondé cette organisation. Le fond vert fait référence à la foi en l'avenir, le bras vigoureux, etc. Alors, 97-2003, drapeau de la République démocratique du Congo, avec 6 étoiles. Alors l'autre, 2003 à 2006, c'est le même, et puis on est revenu. Il veut donc dire que le Congo, n'est-ce pas, d'après les conversations que j'ai eues, que le Congo reste, après tout, un pays qui est coffret, qui est coffret dans le Ok, alors ceci est très intelligent. On a parlé de quoi? Il faut regarder les Nzambe. Alors, ceci est très bien. Je ne veux pas jusqu'à aller anthropologiser Dieu, mais vous connaissez que votre sagesse et votre intelligence est mise en vous par quelqu'un, n'est-ce pas? Mais vous connaissez que vous êtes intelligent. Nous allons terminer démocratiquement. Si vous connaissez quel sentiment vous inspire le prophète Nabi Okito, le visionnaire de la théocratie, parce qu'il parle un peu de la civilisation, la nouvelle civilisation du monde. Et y a-t-il des similitudes avec ce que vous proposez, ou bien, enfin, que vous inspire le prophète Nabi Okito? Bon, écoutez, l'affaire de la théocratie, c'est une affaire qui existe avant même que nous tous nous soyons nés. La théocratie a existé, si vous suivez l'histoire ici au Congo, depuis l'empire Baluba, au moment où le prince Bidi est venu de Lualaba pour se rendre dans ce qui était l'empire Baluba.
là-bas il y avait un prophète qui avait parlé aussi de cette théocratie. Il a dit que les vrais Moulobo va venir là. La personne qui a donc la relation avec les dieux pour pouvoir gouverner. Alors dans ces cas-là, vous voyez que depuis ce temps-là, on a eu plusieurs gens qui sont venus, qui se sont abreuvés. Les messages de Dieu, mon frère, c'est comme la pluie, c'est comme le soleil. Ça descend par tout le monde. Alors donc, moi je connais, toi tu connais tout le monde. L'essentiel c'est que celui qui est dans son milieu, il édifie, ça nous appartient. C'est une connaissance qui appartient à tout le monde. Alors, je n'ai jamais dit ce que Nabi Okito a dit, je ne connais pas. Mais s'il se trouve que je parle les mêmes choses, tant mieux, c'est bien d'ailleurs. Bon, s'il se trouve qu'il parle les mêmes choses que moi, tant mieux, c'est bien d'ailleurs. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire. Une dernière question. Parlons du Congo. Nous savons que vous avez parlé de l'effacement des traces. Et le Congo dont vous parlez, c'est le Congo de l'ancienne Égypte, parce que là, avec la nouvelle cartographie de l'Afrique, comment vous vous retrouvez dans ce nouveau Congo? La RDC ne représente pas le Congo de l'Égypte? Oui, nous parlons de la descendance parce que dans la providence ou dans les prophéties, lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée à une population et que cette population a disparu, dans la providence, donc, la prophétie continue à prendre vie auprès de ses descendants. Si on se déplace, on s'en va aux Amériques, on s'en va, disons, on descend en Afrique du Sud. Vous êtes la même personne, vous êtes les gens de ces mêmes contrées, des ancêtres. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons ici au Congo. Si nous parlons du Congo-Kinshasa, c'est parce que c'est ici où se trouvent les sacrificateurs principaux. Sachez très bien qu'en Égypte antique, c'était une société qui était dirigée par deux personnes. Il y avait les pharaons qui étaient comme des souverains, des chefs d'État, mais il y avait surtout des prêtres qui étaient dans les temples. Ce sont ces gens-là qui déterminaient les sorts et la société, comment elle était organisée. Même les savoirs, ça appartenait aux prêtres. Mais il se trouve que les descendants de ces prêtres-là, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus, de ces prêtres-là, la grande majorité se trouve ici au Congo. C'est ça où j'ai dit, lorsque les traces ont été effacées, lorsque les témoins n'existent plus, alors dans ces cas-là, comment on fait pour se retrouver? Tout simplement, on part par l'esprit pour pouvoir qu'il puisse vous révéler des choses. Oui, ma question est celle de savoir quelle a été pour vous la motivation pour l'organisation, la motivation principale pour l'organisation de cette conférence débat? Oui, c'est le Centre Wallonie tout simplement. Parce que le Centre Wallonie me connaît depuis 2009, quand j'ai publié mon premier livre, et quand il a été aussi lancé ici à Kinshasa. Normalement, il m'avait invité depuis 2009 pour venir ici. Bon, les circonstances ont fait que je ne suis pas venu. Alors, aussitôt que j'ai débarqué, finalement tu es là. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé cette rencontre. Et dans votre livre, vous avez parlé de la charte qui devait régir la RDC. La RDC alors étant un de pays qui a déjà une constitution qui la régit, comment cette charte-là pourra régir la RDC? Parce que la constitution que nous avons, ce n'est pas une constitution. C'est une constitution pour un pays normal. Le Congo n'est pas un pays normal. Lorsque vous lisez, vous regardez les articles de notre constitution, vous allez vous apercevoir que c'est justement une photocopie de toutes les lois coloniales que nous avions eues, les lois fondamentales qu'on avait eues. Mais il n'y a rien qui a été changé. Et puis, les savoirs, la créativité, les gens qui ont bâti notre constitution, ce ne sont pas des Congolais. On ne se retrouve pas là-dedans. Alors si nous voulons vraiment bâtir une nouvelle société congolaise avec cette possibilité de devenir une puissance, ça va nous prendre un autre outil, un autre instrument que moi je propose comme étant la charte du réveil. C'est cette charte de réveil-là, bon, c'est vrai, il reconnaît certaines lois ou certains articles, certaines clauses de l'actuelle constitution, mais fondamentalement c'est quelque chose de nouveau. Je voulais aussi ajouter une question concernant la sœur l'a dit. Maintenant, quel est votre but concernant les peuples congolais? Les peuples congolais doivent vivre dans la spiritualité ou dans un monde scientifique? Les deux, la spiritualité et les sciences, ça ne s'écarte pas. La science, c'est un sous-produit de la spiritualité. Un peu c'est tout. Mais les gens ont fait l'inverse. La nation, donc, les constructeurs de cette civilisation que nous avons, donc les Grecs, qui ont fondé la civilisation actuelle qu'on appelle les scientifiques, et ils ont inversé les choses. Lorsque vous avez des révélations spirituelles, vous ne valez rien. Mais normalement, pour eux, il faut d'abord prouver une théorie avec... donc, c'est ça. Pour le moment, je pense que le Congo va vivre dans la spiritualité et c'est ce qui va le permettre d'émerger comme puissance. Vous, en tant qu'un messager, vous voulez que construire les églises comme des pasteurs
du Congo ou rester comme ça, de faire des débats, des conférences avec des jeunes. Vous voulez se construire un établissement de l'église pour que les jeunes puissent venir écouter la parole de Dieu ou de rester comme ça? Non, d'abord, tout ce qui est ici au Congo, tout ce qui a déjà été construit sur le plan matériel, spirituel et culturel sont à revoir. Tout d'autre est à revoir des fautes accomplies. On va tout démolir, on va tout reconstruire. Tout démolir, tout. Et tout reconstruire. En commençant par la spiritualité. La spiritualité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas adoré au Congo. Tout simplement. Le Jésus-Christ de Nazareth n'est pas adoré au Congo. Une question là, sur les explorateurs qui ont pris le fleuve Congo. En fait, on a dit qu'ils allaient à la recherche du trésor du monde. Et ce trésor s'est trouvé dans le bassin du Nil, qui était en fait autour du Congo, à l'est du Congo. Donc les Stalins et les autres cherchaient ces trésors-là. Est-ce que vous partagez cette avis? Oui, mais il y a plusieurs idées. Bon, donc, les Stanley et les Burton, tout ce monde-là était arrivé, disons, voilà, à l'embouchure, chercher la source du fleuve Nil. Hein, et qu'on croyait que peut-être la source se trouvait au centre du continent africain. Alors c'est pour ça que Burton et Speke sont arrivés jusqu'au lac Tanganyika, à Ovira, mais les rois de là les avaient empêchés. Bon, il y a d'autres, les Diego Kao, ils disaient aussi qu'ils vont découvrir une site où il y avait beaucoup de choses. Bon, ils sont venus comme ça. Je pense que, bon, il faut savoir une chose, que tous les voyages que les explorateurs ont faits étaient avant tout des voyages spirituels. Parce que tous étaient des francs-maçons et les francs-maçons ne font rien sans consultation, sans être ordonnés par leur chef spirituel. Alors dans les détails, on ne connaît pas les détails. C'est cette réponse que tu as donnée qu'au Congo, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas adoré. Quel est le message que vous réservez personnellement aux hommes de Dieu qui gèrent les églises? Mais dans ces cas-là, il faut qu'ils se regardent très bien. Si Jésus-Christ était adoré, vous savez, l'élément de base. J'ai partagé aujourd'hui avec celui-ci, le matin. Pouvez-vous paraphraser à ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth? Lorsqu'un endroit est lorsqu'un peuple adore Jésus-Christ, on voit la manifestation dans les actions, dans les actes. Hein, la fraternité entre chrétiens n'existe pas ici au Congo. Surtout entre les grands prêtres avec les brebis, ça n'existe pas. Alors donc ça c'est l'élément même fondamental pour dire que le vrai Christ n'est pas adoré. Bon, je pense qu'on peut se limiter par là. Ce pays-ci, trop de souffrances, on ne savait même pas d'où ça venait. On a prié, on a des églises ici, des réveils catholiques, protestants. Vous voyez déjà vraiment, quand vous entrez dans des avenues, vous trouvez 5-10 églises qui sont en train de prier. Il y a des gens même qui ont fait des groupes là. Il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes qui vont à la montagne prier simplement pour ce pays-ci. Il y a ceux qui ont fait de 5 ans, 10 ans, quoi que ce soit. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution. Mais au moins lui, il est venu nous expliquer d'où vient ce malheur-là, pourquoi on n'avance pas, pourquoi on ne progresse pas. C'est ça qui m'a un peu touchée. Il nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous arrivions à nous en sortir dans ce malheur-ci. Et il a parlé de la restauration. Quelle est la différence entre notre homme de Dieu et le pasteur qui font les blabla à la télévision? Non, lui vraiment c'est un homme de Dieu parce qu'il a une vision précise de la part de Dieu. Il n'est pas venu comme ça, il n'a pas même fait une école là, pastorale, quoi que ce soit, ou évangéliste, ou missiologie, comme d'autres pasteurs le font. Mais lui, c'est Dieu qui lui a parlé, c'est Dieu lui-même qui l'a visité. Et en plus, il a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui lui a parlé. C'est Jésus-Christ qui lui a parlé avec une mission précise, et en plus avec une solution. Il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous nous en sortons. Il y a plein de gens qui vous suivent à la télé à l'instant même. Oui. Si vous avez un message à leur adresser. Non, je veux dire à ces gens-là qu'ils ne soient pas dessus, qu'ils ne regrettent rien, qu'ils acceptent les missionnaires. Parce que c'est un messager. C'est un messager vraiment envoyé de Dieu. Ce n'est pas la première fois que je viens de l'écouter. Depuis qu'il est arrivé ici au Congo, je l'ai entendu parler. Il a bien expliqué. Nous l'avons bien entendu parler. Il a bien expliqué comment, d'où il est sorti. Il a expliqué qu'il était mort pendant 3 jours, comme ça, on l'a pleuré même, on l'a enterré pas, mais après il est revenu en vie.
Donc, c'est 2 fois de reprise que cela est arrivé. Mais le message qu'il est en train de nous parler, ce n'est pas un message qu'il a ramassé quelque part. C'est un message qui lui a été confié par celui qui l'a ressuscité, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et pas de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un qui est vraiment meilleur. Nous devons être derrière lui pour le supporter parce qu'il n'a même pas fait. Il a déjà posé la question sur les études faites. Il a bien expliqué qu'il n'a pas été à l'université et on lui a demandé pourquoi. Il disait que ça lui disait absolument rien parce que chaque fois qu'il s'est retrouvé sur le banc de l'école, que ce soit l'école primaire, que ce soit secondaire, que ce soit l'université, quand le professeur se mettait à expliquer, lui il comprenait tout. Il savait déjà de quoi le professeur parlait. Alors il a compris que non, ça ne servait à rien qu'il se mette sur le banc de l'école parce qu'il a une connaissance innée qui vient de Dieu. Est-ce que c'est pas de la politique ce qu'il fait? Non, il ne fait pas la politique. C'est un simple messager. Il ne fait pas de la politique, mais il est venu nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire afin que nous puissions nous en sortir de ces, je ne sais pas quel terme utiliser, afin que nous puissions nous en sortir de ces difficultés que nous avons dans notre pays. Pour ceux-là qui disent qu'il a des ambitions politiques, vous leur dites quoi? Non, ça c'est pas ça. Ça, il tape à côté. Ok. Il tape à côté, c'est pas ça. Appelez-nous votre nom s'il vous plaît. Moi? Oui. Ah, je m'appelle Lopez. Ok. Merci. Lopez Marianne. Merci, au plaisir. Ok.